Bienvenue sur les débriefs de Rio. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait exploser les commentaires à chaque fois qu'on l'aborde, ça c'est sûr. Un sujet qui divise les fans, qui fait crier les consultants sur les plateaux et qui, je dirais, empoisonne le football espagnol depuis bientôt 60 années. J'ai nommé l'arbitrage en Liga. Et je préviens, si tu viens ici, pourquoi on valide ton camp, tu es au mauvais endroit. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde va en prendre pour son grade. Les Madristas, les Barcelonais, personne ne repart indemne. On va poser les faits, les vrais, bien sûr, pas les faits d'un clan, pas les faits les uns contre les autres, mais les faits vérifiés, sourcés et contextualisés. Et ensuite, on débat. Pour ça, j'ai invité quelqu'un que vous connaissez maintenant bien, mon co-animateur du format Les Discussions Canapé, Yoyus. Bienvenue. Alors, Mister Yoyus, comment ça va? Très bien. Oh, on va dire Hamdoullah, c'est le Ramadan, on va dire Hamdoullah, c'est le carême chrétien, on va dire grâce à Dieu, ça va. Ouais. Vraiment, encore une fois, content d'être sur ce podcast. Et bon, comme d'habitude, on va donner des arguments qui, comme tu l'as dit auparavant, qui ne seront pas pour l'un ni pour l'autre. On va essayer de rester objectif et donner nos avis tout simplement. Mais tu sais que le fait que nous soyons des deux clans rivaux et qu'on essaie d'être objectifs, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à percuter cela. Hein. Toi, en tant que Barcelone, avant de rentrer dans le vif du sujet, en tant que Barcelonais, qu'est-ce que tu en penses de devoir être objectif? C'est-à-dire malgré tout, qu'importe ce qu'il en est, de garder l'objectivité dans les analyses et même dans les débats qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Moi, je suis d'abord un amoureux de football, avant d'être un passionné de Barcelone. Je suis un amoureux de football. Le football, c'est toute ma vie. Donc, certes, j'aime Barcelone énormément et tout, mais dans la vie, il faut être objectif, tout simplement. Ouais, totalement en phase. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant, je vais demander à toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, si vous n'êtes pas encore abonné de la chaîne, c'est le moment. Spotify, YouTube, c'est gratuit, ça prend 10 secondes et ça vous permet de continuer à suivre ce genre d'épisodes. Et si vous avez aimé nos épisodes précédents, laissez un commentaire, partagez autour de vous, ça compte, ça va nous faire plaisir et ça permet de faire évoluer l'émission. Alors, Yoyus, on va commencer. Moi, j'ai une question d'emblée, c'est est-ce que tu as une position de départ sur l'arbitrage en Liga? Pour dire vrai, c'est catastrophique. Et on le voit même à l'international. Oui. C'est catastrophique. Parce que c'est une plaie. Ne pas aller trop loin pour dire que c'est un cancer. Et si on ne fait pas attention, la Liga ne sera plus le deuxième meilleur championnat, mais elle va regresser. Ah non, mais je pense même que c'est le troisième actuellement. Hein. Bon. Je pense que la Bundesliga est passée devant là. J'ai cru avoir vu un article récemment qui en a parlé. Bon, tout ça dû à la faute des arbitres. Voilà. Non, mais j'entends. Après, attention au mot cancer, hein. C'est ça qui est pas là dans le rap, mon frère. Bon, je ne vais pas rentrer dedans. Je suis certifié Snap. Donc. Rouler là-bas, certifié pour les gars. Viens en parler de ballon. Ne fatiguez pas. Okay. Alors, moi, par rapport à justement l'arbitrage en Liga, moi, je parlerai en premier lieu des racines. Et c'est des racines qui ne vont pas faire plaisir aux supporters de Madrid qui ne veulent pas entendre raison. Pour moi, j'ai nommé l'ère Plaza. Tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses que les gens ignorent ou préfèrent ignorer. Pour comprendre l'arbitrage en Liga, il faut remonter vers les années 60, de 67 à 90 si je ne me trompe pas. L'homme qui a présidé le comité technique des arbitres espagnols, l'instance qui désigne les arbitres, qui les note ou qui fait ou défait leur carrière, il s'appelait José Plaza. Et il n'a jamais caché sa sympathie pour le Real de Madrid. Il l'a jamais caché. Et le bilan statistique de cette période, c'est que le Real a remporté 25 titres de Liga et 10 seulement du côté du Barça sur la même période, entre 1929 et 90. Tu vois, on pourrait me dire, ouais, objectivement, le Real était meilleur, Di Stefano, Puskás, etc. Mais il y a même des personnes qui ne sont pas forcément fans du Barça. Il y a un arbitre, quand j'ai fait mes recherches, qui s'appelle Antonio Camacho, pas joueur, l'arbitre qui a dit
1976, il a osé déclarer publiquement que tant que Plaza sera président, le Barça ne sera plus jamais champion, sachant que lui, il n'a aucun intérêt avec le Barça. Ouais. Tu vois? Ouais. Et moi, personnellement, ça me gêne. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses de cette ère Plaza où, on le sait, les mecs qui dirigeaient le corps arbitral n'étaient certes pas des pions du Real, mais qui n'ont pas caché qu'ils aimaient le Real, un peu comme notre président actuel de la Liga, je ne sais même pas pourquoi il est encore président de la Liga, qui a osé ouvertement dire qu'il est fan du Real. Bon, tu sais, tout ça porte préjudice au Real Madrid. Mm-hmm. Tout ça porte préjudice au Real Madrid. C'est-à-dire, même si il y a des choses où c'est des erreurs d'arbitrage, on mettra ça sur le fait que ces gens-là, ils jouaient pour le Real, en fait. Justement, ont pour, comment on appelle ça, objectif de faire gagner le Real Madrid. Ouais. Parce qu'il y a certaines situations où quand c'est le Real Madrid, c'est sifflé. Et il y a d'autres situations où quand c'est le Barça, c'est pas sifflé. Donc, quand tu fais le rapprochement des deux, tu te dis qu'on fait du 2 poids 2 mesures. C'est ça. Et même si ce n'est pas le Real Madrid qui est derrière ça, le fait que ces derniers-là, ils en profitent. Club, voilà, et pour club, le Real Madrid, tous ceux qui sont autour diront que le Real Madrid est derrière ça, en fait, tout simplement. Bien sûr. Et c'est là que moi j'incrimine la présence du Real de Madrid. Lorsque tu as un arbitre qui te dit qu'avant les matchs de Classico, on lui dit, il reçoit des messages du président du CTA, toujours dans la même période, qui lui dit, nous avons confiance en toi, on t'a donné ce match, on sait ce que tu vas faire. Bah, voilà. C'est pas un note direct, mais c'est une pression institutionnelle. C'est pas bon. C'est pas bon en fait. C'est-à-dire que personne là, je sais pas, parce qu'en vérité, on parle. Ok, officiellement, on n'a jamais dit que quelqu'un du Real les a envoyés, mais peut-être que officieusement ça a été fait. On ne sait pas. Ça reste des allégations, mais toujours est-il que la manière dont la présence du Real n'a pas su gérer efficacement, c'est oui dire, ça ne nous arrange pas. Lorsque des personnes qui sont censées être impartiales montrent clairement leur partialité envers ta personne, il faut s'insurger par rapport à ça. Sinon, tout litige, bah, ça ne va pas te servir, ça va plutôt te desservir. Ça, c'est plus que sûr. Ça, c'est plus que sûr. Je ne sais pas si on va arriver, mais regarde, je prends juste l'année dernière. Il y a eu pas de 4 ou 5 classiques aussi, je ne me trompe. Oui. Mais les médias madrilènes ont passé tout leur temps, toute leur vie même, à parler de l'arbitrage. C'est-à-dire, dès qu'il y a un Barça Real, on fait des émissions spéciales sur l'arbitre. Ouais. C'est une pression. C'est faire histoire de foutre une pression qui ne dit pas son nom à l'arbitrage, en fait. Bien sûr, c'est faire exprès. Sauf que ça nous a desservi. Justement, et ça fait que l'arbitrage, qu'on le veuille ou pas, devient biaisé. Parce que si on siffle en faveur de Madrid, on dira qu'ils ont subi une pression. Si on siffle en faveur du Barça, on dira qu'on vous a prévenu que ceux-là, quand ils parlent, vous agissez. Madrid. C'est cela. Mais tu vois, et ça c'est vraiment dommage parce que je pense que, encore une fois, hein, ouais, tu es libre de faire les vidéos que tu veux sur ta chaîne privée, ouais, il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas faire comme si tu n'en mesures pas la portée. Lorsque tu fais une vidéo où tu montres que l'arbitre, ok, il a déconné dans certains matchs, nanani, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, la question que j'aime poser à l'institution du Real de Madrid, malgré que je sois supporter du Real de Madrid, c'est pourquoi est-ce que lorsque l'arbitre fait des erreurs en notre faveur, ils ne font pas les mêmes vidéos? Si tu parles ça ne peut pas se faire parce que voilà. ça va dans le sens. Voilà, donc dans ce cas, ne pas s'étonner que si derrière, les vidéos qui sont faites, parce qu'il y a eu de la défaveur, les gens voient ça comme du 2 poids 2 mesures. On ne peut pas se présenter comme des personnes qui pointent du doigt l'arbitrage, mais uniquement lorsque ça nous arrange. Et ça, tous les clubs même le font. Le Barça, si le Real se plaint, le Barça dit ouais, c'est des pleurnichards, comprenez que les arbitres sont des humains. Lorsque les arbitres font les mêmes conneries au Barça, le Real, au lieu de supporter le Barça en disant ah, ils m'ont fait, ils sont en train de te faire, si on se met ensemble, ça va le faire. Non, le Real m'a dit pareil, ah, à mon tour, vous êtes moqué, c'est à mon tour aussi. Et pour moi, je pense que c'est là le vrai problème. Et c'est pour ça que les arbitres arrivent à s'en sortir depuis autant d'années pour moi. Malheureusement. Voilà. Et sur le point de départ, c'est irréfutable, hein, le Real a bénéficié pendant 60 années d'un avantage structurel, voire documenté même sur le plan arbitral. Et c'est quelqu'un qui en fait un débat, bon, je pense qu'il n'aime pas le foot et qui n'a jamais vraiment... Soit tu ne connais pas le foot, soit il n'a pas ces informations, tout simplement. Oui, mais il faut chercher. Il ne faut pas se baser uniquement sur ce que les gens disent. Non, mais le truc, c'est que peu de personnes aiment aller à la recherche. Oui, mais c'est dommage. Mais c'est dommage parce que tu ne peux pas venir faire un débat alors que tu ne cherches pas, en fait.
Non, mais il se base sur ce qu'il voit maintenant. Mhm. Il se base sur ce qu'il voit maintenant. Mais même maintenant, même si on est sérieux, c'est-à-dire même maintenant, pour moi, c'est dans tous les camps. C'est-à-dire que je peux te montrer autant du match du Real où il y a eu de la faveur, autant de matchs du Real où il y a eu de la défaveur. C'est pas unilatéral, en fait. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on se pose des vraies questions. Parce que moi, je le dis, hein, si c'est une question d'argent et d'influence, le Real n'aurait jamais perdu de Liga ni de Ligue des Champions. Il n'y a pas un club qui a autant de pouvoir que Papa Pérez. On le sait. Donc, si par moment ça ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Le père du grand M. Voilà. Il y a quelque chose dans sa main qu'on ne voit pas. Bon, merci pour le spot. Merci beaucoup. Ah non, il était même, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le spot. Mais, en gros, et du coup, quand on revient toujours dans la structure, c'est que, OK, initialement, Real de Madrid bénéficiait, même si les gars n'avaient pas accepté. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que comment est-ce qu'il y a eu derrière une sorte de réponse du Barça, même si c'est encore en cours, c'est la fameuse affaire Negreira. Attention pour les personnes qui vont nous écouter. L'affaire Negreira, attention, hein, personne n'est coupable pour l'instant. L'enquête est en cours. Si c'est peut-être du Real, ça me plairait qu'on dise que le Barça a foutu la merde, ce serait cool, mais attention. L'histoire, elle devient très intéressante lorsqu'on arrive en 2001. Le Real de Madrid a enchaîné 2 Ligues des Champions avec Figo, non? Figo a été recruté, un truc comme ça. Et on n'a plus Plaza. Plaza, il dégage, etc. Tout cela. Et bizarrement, quand Plaza il part, le Barça commence à enchaîner les victoires. Et là, on a vraiment vu que, vous avez vu, quand c'était votre gars du Real, ça n'allait pas, mais bizarrement, que maintenant il n'y a plus le gars du Real, les choses commencent à être un peu plus équilibrées. Sauf que la fin Negreira vient tout gâcher. Parce que pour moi, s'il n'y avait pas la fin Negreira, ça aurait été bien. On aurait dit, bah voilà, lorsqu'il y a des gens institutionnels, les trucs ne sont pas justes. Sauf que maintenant, on se rend compte qu'après le départ de City, il y a la fameuse affaire Negreira, qui est pendant cette période de 17 années, de 2001 à 2018, où il y a eu 5 présidences du club, pour un montant de quoi? 8 millions, non? C'est ça, hein, 8 millions d'euros. Et je me dis, c'est moche. C'est extrêmement moche. C'est extrêmement moche parce que ça n'arrange pas le championnat espagnol. Voilà. Je pense même qu'il n'aurait pas dû rendre encore public cette affaire pendant qu'elle est encore en instruction. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le Barça apparaît comme des voleurs. Point. C'est-à-dire que pour le Real, ils ont bénéficié d'un avantage, mais ils n'ont rien fait de leur propre chef. Sauf que là, à cause de l'affaire Negreira, le Barça apparaît comme ils n'ont pas que bénéficié, hein. Ils ont payé pour bénéficier. Qu'est-ce que toi tu en penses? Moi, je dis, toute cette histoire-là, on pourra en parler quand vraiment on aura tous les tenants et les aboutissants de cette chose. Parce que tantôt, on nous parle de l'affaire Negreira. Aux dernières nouvelles, le président Tebas vient faire une déclaration où il nous fait sortir encore que le Barça n'y est pour rien dans cette histoire de Negreira. Me prononcer dessus, ça sera juste parler pour parler en fait. Parce que du jour au lendemain, il y a toujours un rebondissement. Exactement. Il y a toujours un rebondissement. On est dans un jeu, en fait. C'est un jeu de pouvoir. Donc, je préfère m'abstenir et attendre le verdict final qui dira oui, le Barça est coupable ou non, le Barça n'est pas coupable. Voilà. Ouais. Ça, c'est ma part de vérité sur cette histoire d'affaire Negreira. Je te comprends. Moi, personnellement... Il n'est que spéculation. Voilà, en fait, c'est spéculation, mais je suis un supporter du Real qui aime bien titiller les gens du Barça. Tu sais, officiellement, on dit que c'est de bonne guerre. Mais tu vois, en fait, moi, le truc pourquoi ça m'énerve, c'est que ça m'énerverait, hein, c'est bête, hein, c'est très bête, ça m'énerverait que ce soit vrai. Parce que ça va pas vraiment servir le football de manière générale et ça va desservir le football espagnol. Parce qu'on a déjà vu ces soucis de corruption en Italie, Milan AC et Juventus. Si encore on doit l'avoir ici en Espagne, au final, le football va devenir quoi en fait? C'est-à-dire qu'on n'aura plus jamais confiance en tous ces clubs qui sont des grands d'Europe. On se dira, peut-être il y a Anguille sous roche. Et c'est peut-être très moche. Peut-être ma partie sera censurée, mon frère. Peut-être ma partie sera censurée, mais je pense que tout ça, et quand tu regardes de près ou de loin, je ne sais pas si je suis le mieux placé pour le dire, mais tout ça a lieu à cause des paris sportifs et des bookmakers. Ça ne m'étonnerait vraiment pas. Et ça brasse trop d'argent. Et si tu regardes bien le fond de l'histoire, c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si elle sera censurée ou bien elle sera publiée. On va mettre sur les plateformes. Mais je pense, et ça c'est mon humble avis, que les paris sportifs, les bookmakers
n'y sont pas pour rien dans tout ce qui est en train de se passer autour du football actuellement. Ouais. Ça m'étonnerait vraiment pas. Après, c'est sûr, Voilà. de toute façon, on sait que sur les championnats plus bas, ils agissent. Donc, ça ne nous Bon, étonnerait pas que sur les championnats plus hauts, en fonction des sommes qui sont mises en marche, bon, bah, je forcément, il pense y a que, quelque chose. je pense que l'avenir nous dira, franchement, un jour, on saura. Ouais. Oui, Comme mais ça est-ce va qu'ils vont prendre, vraiment on nous dire? saura. Est-ce qu'ils vont Non. vraiment nous dire? C'est sorcier. Non, Moi, j'ai l'impression que c'est un je pense gang. qu'il y aura, et comme on le dit, on est au temps du verseau. Mhm. Vérité sortira. Ouais. Et moi, Non, j'y franchement, crois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de sortir. Même si on dira que c'est des choses qui veulent nous laisser voir et croire, ça n'a qu'à sortir mais seulement. au moins, il y a le 1, il y a le 0,00,1 qui sort. C'est déjà pas mal. C'est déjà ça. Voilà. C'est zéro déjà, qui n'est pas bon. c'est 0 qui n'est pas bon. Ouais. Et on attend la suite. C'est dommage. On attend la suite. C'est vraiment dommage. Parce que, tu sais, là, aujourd'hui, on parle de la partie de l'arbitrage en Liga, même comme tu l'as dit. Dans le football en général, l'arbitrage devient de plus en plus énervant. Mais c'est plus que sûr. C'est comment on appelle ça? C'est biaisé. Ouais. C'est biaisé. Tu as l'impression qu'ils viennent jouer un rôle qui a déjà écrit, comme du cinéma, en fait. Oui. Ouais. Mais du coup, moi, là, j'ai une question qui me vient là tout à coup. Si on part du principe que c'est biaisé, donc les arbitres ne savent pas sur quel pied danser, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune preuve qu'ils sont obligés de faire quoi que ce soit, c'est là, comment est-ce qu'ils vont gérer la pression? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faut aussi qu'on regarde comment est-ce qu'on entraîne les arbitres, surtout sur la manière de gérer la pression? Je prends un cas qui est arrivé il n'y a pas longtemps, le cas de Vinicius avec Benfica, où on l'aurait présumé traiter singe. Je dis présumé, même si je suis convaincu que le mec a dit des injures racistes, mais j'ai aucune preuve. D'accord? L'arbitre, je trouve qu'il a très bien géré la situation. Tu vois? Mais je pense qu'il y a beaucoup d'arbitres qui n'auraient pas géré comme ça. Il y a beaucoup d'arbitres qui auraient été biaisés par le fait que c'est Vinicius qui se plaint, donc ils n'allaient pas vouloir forcément écouter. Il y en a d'autres qui vont se dire, ah, c'est Vinicius, si je ne parle pas, ça va être un problème, donc ils vont être dans l'abus. Sauf que là, l'arbitre, il a fait ce qu'il fallait, et surtout le fait de faire ce qu'il fallait a montré les limites du protocole de racisme. C'est-à-dire que le protocole a été mis en place, mais il n'y a aucune preuve. Qu'est-ce qu'on fait alors? En tout cas, moi, je pense qu'il a joué son rôle d'arbitre. Ouais. Parce qu'il n'a pas fait les 2 poids 2 mesures. Vinicius est venu se plaindre. Il a activé le protocole qui est de stopper le match et d'attendre pour voir s'il y avait comment on appelle ça, des analyses qui montraient effectivement que Vinicius avait été victime d'injures racistes. Malheureusement, il n'y a pas eu il n'y a pas de preuve. Voilà, il n'y a pas eu de preuve qui montrait que il y a eu des injures racistes. On voit juste le gars qui met son maillot sur. On sait qu'il a dit quelque chose, mais qu'est-ce qu'il a dit là? On ne peut pas savoir. Ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand on ne veut pas que les gens lisent sur nos lèvres, on met la main pour cacher la bouche. On tire le maillot sur le nez et on parle. Bon, je pense qu'il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Jusqu'à ce qu'à la fin du match, Mourinho fasse une sortie. Bon, on va titiller encore le Real. Fasse une sortie pour 10 minutes, on sait que le Real a donné des noms à l'arbitre pour ne pas que ces joueurs-là soient, comment on appelle ça, reçoivent un carton jaune. Un autre jaune, ce genre de choses, oui. Voilà. Mais tu vois, ce qui est mal, c'est de te dire que même quand quelqu'un, Mourinho, te sort ce genre de choses, tu ne peux pas dire que c'est faux, tu ne peux pas dire que c'est vrai. Parce que. Il a été de la maison. Voilà. Il a été là-bas. Et c'est ça qui est très frustrant, en fait, parce que Mourinho, quand même, est grand. Même si ce n'est pas vrai, ça crée le doute. Voilà. Donc, et il a réussi son pari. C'est-à-dire que même s'il a voulu créer le doute, il a réussi son pari. Que ce soit vrai ou pas, qu'on le veuille ou pas, on s'est tous posé la question. Au moment où il était au Real, qu'est-ce que le Real décidait quand il était là, au point où il dit ça? Ouais. Tu vois? Et c'est vraiment choquant. Parce que pour moi, aujourd'hui, le plus gros problème qu'on a, si on revient sur notre débat de l'arbitrage en Liga, c'est que les équipes ne font pas front commun. Mais les équipes ne font pas front commun parce que ça ne sert à rien de compter sur les présidences. Qu'on se dise la vérité. Ça ne sert à rien de compter sur les présidences. Moi, là, c'est les joueurs. C'est aux joueurs que je veux m'adresser. Je pense que si tous les joueurs, qu'importe le club auquel ils appartiennent, ils se lèvent tous pour dire, indépendamment du club ou quoi que ce soit, on exige une réforme, ça peut faire bouger les choses. Parce que Pérez, qu'on le veuille ou pas, ne va jamais s'associer au président du Barça, c'est Laporta, si je ne me trompe pas, s'il n'a pas l'impression de prendre le dessus. Il n'est plus président.
Ah, il n'est plus président Laporta, c'est... Ah ouais? Oui. Comme Qui? il y a les élections. Ah, il a démissionné, ouais. Il démissionne pour que... Ouais, c'est vrai, je vois. Donc, tu vois, et ça, il faut que ça change. Parce que même institutionnellement, le Real aura toujours un avantage en Espagne. C'est la capitale, c'est le roi. Voilà. C'est comme ici en France. Paris aura toujours un avantage. C'est la capitale, c'est la présidence, c'est l'Élysée. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que Ouais. les victoires des équipes rivales aux clubs qui sont les clubs des capitales et tout ça ont plus d'impact. Parce qu'on dit, voilà, institutionnellement, ils avaient un avantage, mais nous, on est venus avec nos propres moyens et on les a battus. Et ça, c'est beau, c'est joli. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien la rivalité espagnole, Real-Barça. La rivalité Real-Barça, avant, elle se limitait vraiment au niveau... Tout ce qui était vilain, c'était au niveau des présidents. Les joueurs pouvaient être de gros adversaires sur le terrain, mais il n'y avait pas d'animosité avant. Même au temps de Cristiano et Messi, il n'y avait pas autant d'animosité. Puis, un matin... Tiens-toi bien. Oui. Tiens-toi bien. Il y a eu de l'animosité Oui. en équipe espagnole. Parce que je pense que c'est Del Bosque, si je ne me trompe pas, c'est Del Bosque. Voilà, c'est de lui que je voulais parler. Qui a changé les choses. Parce qu'avant, c'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça que l'Espagne ne gagnait rien. Parce que la rivalité Barcelone-Real agissait même en équipe nationale. Donc, les gars, vous n'êtes pas que... Voilà, il ne faudrait pas que ce soit du Barça qui gagne et autres. Voilà, ils avaient des clans. Il y avait le clan Real, il y avait le clan Barça, et ça fait que sur le terrain, ils ne s'entendaient vraiment pas. C'est l'arrivée de Del Bosque qui a changé les choses. Oui, mais ça, tu vois, par exemple, c'est l'arrivée de Del Bosque, c'est vers les années 2010. Oui. Si je ne me trompe pas. Mais tu vois, avant... 2007. 2007, ouais. Parce tu vois, avant... la Coupe d'Europe 2008. Oui, la Coupe d'Europe 2008. Mais tu vois, nous, quand on était plus jeunes, on regardait des matchs du Real, même avec les Galacticos. Il n'y avait pas autant d'animosité après. En fait, je sais que l'animosité, elle est venue au fil du temps et les arbitres n'ont pas su faire ce qu'il fallait et les présidents des clubs n'ont pas su faire ce qu'il fallait. En fait, le côté fair play du football, le côté compétitif était devenu une guerre. Tu vois? Mais tout ça, je ne veux pas t'arrêter. Oui. Mais autant des Galacticos, il y avait moins d'Espagnols au Real Madrid. Le Real Madrid est devenu un club de multinationalité. Ouais. Il y avait un Français, il y avait un Anglais, il y avait un Brésilien. Il y avait tout ça. C'était plus le Real Madrid typiquement espagnol et un Barça typiquement espagnol. C'est de là que partait l'animosité. C'est de là qu'est venue l'animosité, lorsque c'était typiquement espagnol. Et quand il y a eu les Galacticos, ça s'est un peu plus allégé parce que c'était des grands joueurs qui venaient au Real Madrid, qui eux venaient juste jouer pour le bon football. Voilà, je vois. Donc l'animosité ne pouvait plus avoir lieu avec un petit club de Barcelone qui faisait qu'avec son centre de formation, qui pouvait prendre 1-2 joueurs qui étaient top mondial. Arrivé à ce moment-là, l'animosité ne peut plus être, parce qu'il n'y a plus d'Espagnols au Real Madrid. Il n'y avait plus énormément d'Espagnols au Real Madrid. Il y avait juste peut-être 3-4 qui étaient titulaires. Et tout le reste, c'était des Galactiques. Bon, tu n'as pas venu te prendre la tête avec un Zidane, avec un Ronaldo, ils t'ont fait quoi? Il ne va même pas te calculer. Déjà, même tu les admires mieux quand tu es sur le terrain. Ça, c'est sûr. Donc, il ne peut pas avoir l'animosité. Ouais, donc je percute. Donc, en gros, on est vraiment en face que le vrai problème, c'est le système qui lui, est défaillant. C'est-à-dire qu'au fond, ni le Real ni le Barça sont les problèmes principaux. Le vrai problème, c'est le système. C'est tout. Il est structurellement médiocre, hein, il faut le dire. Et toi, aujourd'hui, de l'extérieur, qu'est-ce que tu proposerais comme solution? Qu'est-ce qu'on doit faire typiquement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut rester dans l'utopique. Qu'est-ce qu'on peut faire là, aujourd'hui, qui peut être game changer dans cette affaire d'arbitrage? Moi, tu me demandes, on va prendre la méthode saoudienne, c'est-à-dire que la Liga injecte de l'argent pour prendre des arbitres qui viennent d'ailleurs. Parce que si on veut continuer sur cette lancée d'arbitres espagnols pour arbitrer le championnat espagnol, il n'y aura pas de partialité. Il n'y aura pas de partialité. Il y aura toujours un parti pris, que ce soit du côté de Barcelone, que ce soit du côté du Real Madrid. Je vois ce que tu veux dire. En vérité, c'est un pays même de foot en quelque sorte, donc c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui est impartial. C'est ça le problème. Il y a trop de passion là-bas. Mais malgré qu'il y ait la passion, mais il y a la même passion en Angleterre. Mais comment ces arbitres en Angleterre font pour être au top, pour avoir moins d'erreurs, et tu ne sens pas de parti pris quand ils arbitrent des matchs comme Manchester United, Liverpool, ils font deux grosses têtes.
de la Première Ligue. Quand tu vois un match, mais c'est des Anglais. Liverpool. Et en termes de ferveur, les Anglais ils ont aussi de la ferveur. Donc, qu'est-ce qu'il fait que les Anglais arrivent à gérer? Justement, c'est quoi le truc? Et moi, si tu me donnes ma solution aujourd'hui, qu'on prenne la méthode saoudienne, on fait venir des arbitres du Brésil, on prend des arbitres argentins pour venir arbitrer. Tu vois? Quand on essaie de... Je n'ai pas compris. J'ai dit d'accord, en fait, je suis totalement en phase, en fait. Quand on essaie d'apprendre des personnes de divers horizons, en fait, pour changer la chose. Comme ça, au moins, on fait, même si ce dernier-là aussi, parce que je te dis encore, Real Madrid, Barcelone sont des références dans le foot européen et voire mondial. Dans le monde. Donc, c'est sûr que l'arbitre que tu partiras prendre, forcément, il penche pour un club. Mais ça sera moins flagrant parce qu'il viendra d'ailleurs. Ouais, je vois. Non, mais je suis totalement fan. Franchement, je pense qu'il faut qu'il se penche là-dessus. Il faut vraiment qu'il se penche là-dessus parce que l'arbitre est censé être le maître du terrain. Mais lorsque le maître du terrain n'a pas l'autorité qu'il est censé avoir parce qu'on n'a pas confiance en son impartialité, le football sera plus aussi beau. Dès qu'il siffle, on se plaint. Parce que tu sais, c'est vrai, moi je suis supporter du Real, donc ça me plaît. Le Barça, ça fait des années que vous n'avez pas pris la Ligue des Champions. Mais on va pas se mentir. Quand tu vois ces derniers instants-là, qu'on le veuille ou pas, même si c'est vrai que le Barça n'est pas en forme, etc. Tu sais, souvent, en plein match, un arbitrage bizarre, que ce soit en Liga, en Ligue des Champions, un arbitrage ici et là qui n'est pas forcément le bon, ça casse le moral des joueurs. Et ça va jouer. Surtout, les gars du Barça, c'est des enfants actuellement. C'est des enfants. Hein. Donc là, ils n'ont pas encore connu, ils ne sont pas encore blasés au point de dire on s'en fout, on est habitué. Tu vois? Et je pense sincèrement que partout, s'ils ne s'asseyent pas, que ce soit à la FIFA, à l'UEFA, à la Liga, à la Ligue 1, tout ce qu'ils veulent, s'ils ne s'asseyent pas pour réfléchir aux conditions dans lesquelles on fait évoluer les joueurs, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas changer. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas être positives. On va mettre un peu d'humour. Pourquoi pas arbitrer avec l'IA? C'est-à-dire l'IA décide s'il y a faute ou pas, et puis bon. Je suis pas très à l'aise. En fait, je pense que l'IA... En fait, je suis pas très à l'aise. Bon, pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis dans le domaine de l'informatique, etc. Parce que bon, le foot est une passion. Je suis pas très à l'aise avec l'IA dans le sens où l'IA se veut d'être un peu trop rationnelle. D'accord? Je pense qu'il faut utiliser l'IA pour appuyer les choses, mais pas pour décider. Parce que pour l'IA, là, c'est à cause de l'IA, c'est à cause de l'informatique aujourd'hui que la sueur de Mbappé le met à leur-jeu, que l'ongle de Lewandowski le met à leur-jeu. Parce que pour l'ordinateur, tu lui as dit si une seule partie du corps dépasse, c'est hors-jeu. Ça va changer le football, mais au moins on n'aura pas... Franchement, ça va être trop millimétré. T'imagines de dire que Lewandowski avait un avantage parce que son ongle dépasse la ligne. C'est chaud quand même. Mais Léo, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change, mon frère, quand c'est le même truc là qu'aujourd'hui la VAR? Juste que il est caché en dessous. On ne le met pas en premier plan, c'est tout. Sinon, il est là. Et c'est lui qui est la VAR en fait. Je vois. Et même malgré ça, ok. C'est tout. Sinon, il existe. Mais il vient pour appuyer. C'est pas lui qui décide seul. Comment tracer une ligne? Et même avec ça encore, on arrive à jouer avec ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Non, après, c'est sûr que la technologie au service du foot, on en a besoin. Une technologie bien pensée. Tu vois, par exemple, déjà, dans tous les championnats même d'Europe, je ne comprends pas pourquoi est-ce que, tu sais, ils ne font pas comme en Arabie Saoudite, là. Quand l'arbitre doit donner verdict, son micro est ouvert, tout le monde entend pourquoi. En Angleterre aussi. En Angleterre, c'est ouvert. En Angleterre, ils font ça aussi. En Angleterre, au Portugal, en Italie. Ah oui, bah tu vois, et il faut qu'ils le fassent partout. Et en plus, il y a un truc que je veux qu'au football, ils arrivent à intégrer aussi. C'est un peu comme au basket. Si tu veux appeler la VAR à tout bout de champ, il n'y a pas de souci. Quand tu demandes à ce qu'on fasse un check, l'arbitre n'a pas le droit de te dire non. Mais attention, si tu as demandé de faire un check, que tu t'es trompé, vous ne pouvez plus demander le check pendant un certain nombre de temps. En fait, j'aime bien ce genre de choses. On te donne peut-être trois checks. Voilà, 3 checks. Parce que les arbitres, les arbitres aujourd'hui, ils se font insulter par les entraîneurs, etc. Tout cela. Pourtant, si l'entraîneur sait que si tu veux te plaindre, on va t'écouter.
Mais Ça au existe, bout d'un certain nombre. Ah ouais, ça existe actuellement dans le foot? ça existe, mais c'est dans les championnats. J'ai regardé là, je sais pas si c'était en Asie. Ok. Euh, Il faut le faire. la Coupe d'Asie des moins de 20 ans. Ok. Et il y Ils ont avait, des sortes c'est-à-dire chaque de coach, chance. oui, chaque coach a 3 challenges. Je ne sais pas si c'est en Asie ou bien la Coupe du Monde mais des moins de 20 ans, Ok. où chaque coach avait deux ou 3 challenges. Bah, Et il à faut chaque qu'il fois fasse que ça ne l'arrangeait pas, il appelait l'arbitre. pour le Je, challenge. je crois que c'est la Coupe du Monde moins de 20 ans. Je Ouais. crois. Bah, Sinon, ça existe. il C'est faut un peu qu'on comme au fasse ça. basket. Ça existe. Ça existe. Il faut qu'ils mettent ça partout. En fait, et c'est ça qui fait qu'on se dit, il y a volonté Après, de nuire. après, Parce tu que peux aller les rechercher aussi, hein, technologies. mon frère. Tu peux aller Ouais, rechercher on va checker. Non, mais en fait, les pour voir. technologies pour J'ai améliorer. déjà vu. J'ai Les déjà vu. technologies pour améliorer les trucs existent. Les grands championnats ont l'argent pour ça, mais ne veulent pas le mettre en place. C'est ça qui fait qu'on se dit, en fait, vous aimez bien quand ça reste comme ça, flou pour le 2 poids 2 mesures. Parce que Ouais. si au moins la technologie, la solution n'existait pas, on va dire, bon, on se plaint, mais on ne leur propose pas de solution. C'est. Tu vois? Et aujourd'hui, en Liga, à l'heure, a fait de copilote avec Microsoft. Je suis sûr que le choix n'a pas été fait parce qu'ils voulaient améliorer les choses, c'est une affaire de business. Pourquoi prendre une partie de la technologie et laisser une autre? Tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Ouais. Ouais. Le plus important, ça me plaît hein, qu'on ait pu avoir cet échange et qu'on soit d'accord. Le vrai problème, c'est pas Real, c'est pas Barça, c'est pas. Non, c'est pas. Non. Je pense que chacun doit entendre. Moi, je vais essayer de donner mon verdict final. Après, je te laisserai donner le tien. Pour moi, chacun doit vraiment entendre ce que j'ai à dire. Pour les Madristas, écoutez les gars, notre club, il a bénéficié pendant 60 ans d'un avantage institutionnel massif. Des arbitres en ont témoigné sous leur nom. Et aujourd'hui, nous sommes le club qui obtenons énormément de faveurs, mais en même temps aussi énormément de défaveurs. Mais attention, on se positionne en victime systémique, ce qui est intellectuellement intenable. Le club qui pratique aujourd'hui le harcèlement médiatique des arbitres via sa chaîne officielle, c'est nous. Il faut le dire, on a mis de l'entrain énormément d'actions pour mettre une pression médiatique. C'est un fait et ce n'est pas la bonne manière de le faire. On ne dit pas que côté Madrid, on n'a pas subi des choses. On a subi des choses. Il y a beaucoup de choses en notre défaveur, mais la manière de gérer n'est pas forcément la bonne. Donc, il faut accepter ces choses-là et essayer de, je ne sais pas, pour ceux qui sont fans de Naruto, il faut arrêter le cycle de violence. Il faut accepter de ne plus rentrer dans ce jeu-là, de mettre la pression, etc. Et pour les Barcelonais, je dirais, oui, c'est vrai, votre club, il a versé 8 millions par rapport à la dégrée, etc. Quelle que soit la formulation, c'est bon, 7 et quelques, non? C'est combien de millions? On n'a rien donné. On va quitter là-bas. Quelle que soit la formulation choisie, je pense que conseil technique, neutralité, peu importe, l'intention réelle est lisible dans la chronologie. Les paiements ont débuté quand la Negreira avait le pouvoir, ils ont arrêté le jour où ils ont commencé à perdre. Bref, on s'en fout de tout ça. Lorsque tout ça sera établi, les Barcelonais, soyons objectifs et pragmatiques. Les Madridistas, soyons objectifs et pragmatiques. Le vrai problème, c'est le système du corps arbitral. Ce n'est pas la rivalité entre les deux clubs. Et tant qu'on ne fait pas ça, ça ne va pas aller. Voilà, moi c'est ce que j'ai à dire. Je vais laisser le grand Yoyus nous donner son verdict et puis on va pouvoir clore cet épisode. Comme on l'a dit, je pense qu'on est en phase. Et tout ce que je vais dire sera répété comme tu l'as dit en fait, parce que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose à ajouter. Juste au Barcelonais, c'est vrai, on se sent lésé, on se sent peut-être acculé, on se sent frustré par les décisions arbitrales et tout. Mais je pense que le mal est profond et le mal va au-delà même de ce qu'on peut penser. Et ce n'est pas une question de Real Madrid, ce n'est pas une question de ceci et de cela. C'est juste qu'on doit faire des réformes. Et les réformes, là, tant qu'on ne les fera pas, il y aura toujours des problèmes. On dit toujours que les arbitres, c'est des humains, ok. Mais un humain fait l'effort de faire des erreurs là, mais les moindres, surtout dans un match qui compte. Mais bon, je pense que l'avenir nous dira. On espère que les choses vont changer et que Florentino Pérez va arrêter de payer les arbitres pour
ne pas que nous on remporte une deuxième fois d'affilée le championnat. Si Ouais. pays habite là, ça suffisait pour ne pas que vous remportez là. Bon, Moi, frère, il y a longtemps vous avez j'ai clos j'ai donné mon verdict. Je sais que les gens des Real vont pas aimer, mais bon, que Florentino Pérez arrête pas. Laissez Pérez là, nous on le gérer. De toute façon, moi je dis, notre club, est-ce que comment on appelle ça, le directeur sportif, c'est le gars qui gère l'argent. Et puis on s'étonne qu'on a des trucs bizarres. C'est vraiment que Pérez, quand il fait ses choix, c'est une question de football. Lui, il s'en fout du foot. Ça ramène lui, il a ailleurs. Non, lui, il n'est pas dans votre délire. Je suis sûr même que là, même, il est en train de faire payer au Real le fait qu'on l'a limogé de 2006 à 2009. Là. Sa façon de penser, elle est complètement différente de tous. Oui. Et on a l'impression qu'il tient les gens en laisse en fait dans ce football. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si Pérez se fâche, il peut faire ployer qui il veut. Il a des dossiers. Voilà, c'est ça. Il est dangereux. Moi-même, il me fait peur. En fait, c'est un homme politique. C'est ça. Mais j'aimerais bien le rencontrer, franchement, parce qu'au-delà de tout, en termes de gestion, il est bon. Non, il est très, très bon. Et j'invite nos internautes, avec ta permission, d'aller regarder le documentaire ou le profil de Florentino Pérez. Ils comprendront beaucoup de choses. D'où il vient. Et depuis le début, il a toujours montré où il voulait partir. Il n'y a rien qui change. En fait, il suit sa ligne de conduite. Et il s'entend de le mener où il a voulu arriver depuis le début et depuis sa première élection à la présidence du Real Madrid. Il est bon. Je vous invite à aller voir. C'est un monsieur qui est droit dans ses bottes. Et ce qu'il est en train de faire là, est-ce qu'il a toujours voulu faire depuis le début? En tout cas, je vous invite à aller voir le profil de Florentino Pérez ou son documentaire. Vous allez tout comprendre. C'est un Barcelonais qui vous le dit, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a pas tout à jeter dans notre papa Pérez, les gars. Non. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Super. Ça, c'est sûr. Écoute, c'était les débriefs de Rio, hein, épisode 12, discussion canapé numéro 2. Merci à Yoyus, merci d'être venu une nouvelle fois débattre sans langue de bois. Je dis merci à toi, à tes internautes, parce que je sens que la communauté est en train de grandir petit à petit. Oui. Et pour te faire entendre, bientôt on prendra des questions directes et on espère pouvoir répondre et satisfaire. Bientôt on va dire partager, vous n'êtes pas encore 10 000, mettez les cœurs. Non, bientôt on dira partager, mettez les cœurs. Mais bon, moi je vais créer ta page, Coach Yoyus Chic. Non, reste tranquille, restons concentrés, monsieur. J'ai dit Coach Yoyus Chic une fois, jeté. Donc, chers internautes, on espère vous avoir satisfait en ce 12e, c'est quoi, le deuxième épisode? Ouais, c'est le 12e de l'émission, voilà, et c'est le deuxième ensemble, toi et moi. Voilà, le deuxième. On espère continuer comme ça et on espère vraiment toucher des points que vous aimez et que chez vous à la maison, vous pourrez discuter entre vous, bien donner vos avis en commentaire, comme on le dit. Et nous apporter aussi des choses, si on peut régler, si on doit améliorer des choses, vraiment ça serait pas mal. Les critiques, on les prendra et on essaiera d'être meilleur la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup. Et si cet épisode vous a plu, likez, commentez, partagez. Ça fait une énorme différence, hein, comme l'a dit Yoyus. Chaque partage, chaque commentaire va nous permettre de grandir, de faire grandir le podcast qui vous appartient au final. Nous sommes juste vos hommes serviteurs qui essayons de vous fournir un contenu assez intéressant, un contenu de qualité. Vous avez vu, on a fait des recherches, hein, on est arrivé jusqu'à 1960 aujourd'hui. Donc voilà. Abonnez-vous sur Spotify si ce n'est pas encore fait, sur YouTube, suivez-nous sur les réseaux Facebook. Vous trouverez tous les liens dans les descriptions. Et si vous avez des sujets, comme l'a dit Yoyus, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra choisir un thème et en discuter. On lira tout ce qu'il faudra lire. Et voilà, on se retrouve très vite pour la suite et à bientôt. Voilà, allez. Ciao, ciao.